Savais-tu qu'une reine a dirigé la France pendant 40 ans en mode Game of Thrones? Voici 3 femmes badass que l'histoire a effacées. Et pourquoi l'histoire efface les femmes? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Titu Lecoq. Salut Titu. Salut. On va parler de l'histoire de 50% de l'humanité. D'ailleurs, Titu, es-tu abonné à Soif de Sens? Non, mais je suis abonné à rien sur YouTube parce que je suis trop vieille. Laisse tomber. Alors c'est aussi un podcast. Je t'en donne surtout une perche parce que voilà, si comme Titu vous n'êtes pas abonné, ce dont je me doutais, abonnez-vous pour découvrir d'autres féministes badass comme Titu justement. Alors je te présente en 10 secondes. T'es romancière, essayiste de nombreux livres sur le féminisme, t'es aussi journaliste. Et donc la semaine dernière, on a fait un premier épisode avec toi sur l'argent dans le couple. Et comme j'adore ton travail, aujourd'hui on va parler de ton dernier livre, Les oubliés de l'histoire. Comment l'histoire a effacé les femmes, où on découvre que les femmes en fait ont vraiment fait l'histoire. Elles ont régné, gouverné, combattu, milité, écrit, résisté, et qu'en fait elles n'ont pas du tout été spectatrices d'un monde que les hommes dirigeaient. Donc pour commencer, avant de raconter les histoires de ces 3 femmes badass, tu dis que quand tu étais petite, tu demandais à tes profs pourquoi il n'y a pas de femmes dans les livres d'histoire. C'est vrai? Ouais, c'était une question naturelle et je pense qu'il y a toujours des enfants qui posent la question. Et on me donnait une réponse, c'est ça qui était super. Et on m'a toujours donné la même réponse. Et maintenant, il y a toujours des hommes pour me dire oui, mais quand même, qui était de dire c'est pas sexiste, c'est que elles s'occupaient des enfants et de la maison, donc elles n'ont pas pu participer à la grande histoire. Et en gros, l'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est comme ça. On est désolé, voilà. Et c'est assez récent que les femmes soient dans l'espace public. Ça date du XXe siècle. Et donc moi je me dis moi je pensais que c'était vrai, donc je dis ok, très bien, bonne réponse, ça me va. Et en fait non, c'est faux. Et non, c'était une mauvaise réponse. Mais ce qui est génial, c'est que ça a un nom. C'est les historiennes appellent ça le mythe de la femme empêchée, où la femme était empêchée de participer à l'histoire. Mais maintenant on sait que c'est un mythe, que c'est faux, et que en plus c'est un mythe qui est assez récent, qui date du 19e siècle. Ouais, c'est hyper récent là, notre vision du père qui travaille et de la mère au foyer qui s'occupe des enfants. Sauf que du coup, comme on a ce biais-là, on le projette sur tout le reste de l'histoire avant le 19e, alors que pas du tout, quoi. Donc en fait, l'histoire qu'on enseigne aux enfants, c'est l'histoire des hommes, principalement. L'histoire de 50% de l'humanité. C'est chaud, quoi. Ouais, c'est une histoire en non-mixité. C'est quasiment en non-mixité, et c'est toujours le cas quand je demande maintenant à des élèves de lycée ou de collège s'ils étudient des femmes et les femmes en général, parce qu'il peut y avoir des femmes célèbres ou les femmes en tant que classe sociale, voilà, jamais. Ouais. Donc on n'est toujours pas mixte dans les cours d'histoire. Oui, tu vas avoir une Jeanne d'Arc, et puis voilà quoi. Avant de creuser pourquoi l'histoire a effacé les femmes, on va parler de 3 femmes badass oubliées. Alors t'en parles de plein, donc il y a les Amazones, ces femmes guerrières. Il y a au Moyen-Âge, en fait, il y avait plein de reines et chevaleresses. Ou plus récemment, en fait, dans la Résistance, par exemple, il y avait pas du tout que des mecs, il y avait plein de femmes. Mais le premier exemple dans ton livre qui m'a marqué, c'est le plus ancien écrivain qu'on connaisse de l'humanité. C'était en moins 2300 et en fait, c'était une femme. C'est incroyable. Ouais. Alors, en gros, sur l'histoire de l'apparition de l'écriture, on fait l'écriture. Les plus anciens textes qu'on ait, c'est de la comptabilité ou des textes administratifs. Et donc, premier texte, l'humanité, quoi. Tout commence avec la comptabilité. Mais on revient sur l'argent, tu vois. Oui. Et donc, le premier texte qu'on a qui est écrit à la première personne, qui a un jeu JE, quelqu'un qui parle de soi, se met en scène, et c'est une femme qui parle. C'est un jeu féminin et elle s'appelait Aînée de Anna. Ça ne devait sans doute pas du tout se prononcer comme ça. Puisqu'on est en Mésopotamie, il y a quelques millénaires. Et donc, c'était une grande prêtresse. Alors, grosso modo, c'est l'Irak actuel, et elle était grande prêtresse de la ville d'Ur. Et donc, à l'époque, évidemment, la prêtrise, c'est un pouvoir politique, donc elle est en même temps chef politique de cette ville, a été nommée par son père. Et puis, il y a une révolte. C'est pas un rôle décoratif, quoi. Non, pas du tout. Elle a un vrai rôle politique. Et puis, elle est renversée parce qu'il y a un soulèvement, etc. Elle a une espèce de traversée du désert, et visiblement, elle a des trucs à se faire pardonner.
Pascal écrit donc ce qui nous est arrivé, c'est une supplique. Alors c'est ça qui est génial aussi, c'est que c'est une femme qui écrit à une déesse. Et donc elle fait une supplique à sa grande déesse pour se faire pardonner. Et donc voilà, et c'est en fait le plus ancien auteur de l'humanité qui nous soit parvenu. Et ben en fait c'est une autrice. Et personne ne le sait. Ouais. Tu parles aussi des femmes préhistoriques. Déjà juste l'expression, pareil, je crois que je l'ai jamais entendu. C'est chaud. Enfin, qui a déjà entendu la femme de Néandertal? Alors c'est drôle parce que moi maintenant j'ai tellement l'habitude que ça me fait. Mais effectivement quand j'ai commencé à travailler sur le livre, j'étais un peu genre ça fait bizarre. Mais maintenant je l'entends plus quoi. Ouais. Et du coup, tu es allé voir plein d'historiens et surtout d'historiennes. Et c'est vrai qu'on a ce cliché que les hommes chassaient et les femmes faisaient la cueillette. Mais en fait, c'est juste une projection de notre vision actuelle de l'homme va travailler et la femme s'occupe des enfants et du foyer. Mais en fait, on n'en sait rien. Et en plus, la préhistoire, apparemment, pas apparemment, la préhistoire, c'est super long, quoi. Donc les historiens ils disent qu'il y a dû avoir plein de sociétés différentes, quoi, et que c'est hyper simpliste de croire que, oui, les mecs chassaient et les femmes faisaient la cueillette, quoi. Oui, alors il y a plein de sujets dedans, mais bon, déjà la femme préhistorique en vrai ça n'existe pas, hein, comme l'homme préhistorique ça n'existe pas. Il y a eu des femmes préhistoriques, des hommes préhistoriques, donc effectivement avec plein de modes de société différents. Mais je pense que ce qui est intéressant derrière, c'est ce que ça révèle sur nous, nos présupposés. Ouais. Et cette idée de les femmes s'occupent des enfants et de la maison et les hommes vont à l'extérieur travailler. Je pense qu'on s'est dit quelque part que c'était biologique. Et que comme c'était biologique, c'était vers l'état de nature et que la préhistoire, c'était très très proche de la nature. Donc ça devait forcément se passer comme ça. Tu vois, l'espèce d'explication pseudo-scientifique biologique, quoi. Et donc en réalité, pas du tout. Déjà, la préhistoire est pas plus proche de la nature. Enfin, ça n'a pas de sens intellectuellement. Et en plus, a priori, il y a eu plein de modes de fonctionnement différents. On est sur des clans de 30 à 50 individus où tout le monde participe à la survie du groupe, etc. Donc il faut imaginer des systèmes matriarcaux, patriarcaux, mixtes, enfin voilà, plein de choses différentes. Et ça explique aussi pourquoi, quand on suit de très très loin les dernières avancées, on va voir apparaître des titres de presse complètement contradictoires. Tu vas avoir un titre de presse, d'un coup, ils vont tous être sur la femme préhistorique était une grande chasseuse. Et puis après, quand tu regardes un peu, t'as un préhistorien qui te dit non, pas du tout, c'est faux, mes recherches prouvent que l'inverse. Mais en fait, c'est parce que juste, c'est une période de temps tellement longue à travers l'ensemble de la planète que oui, tu vas trouver des clans où les femmes chassaient et des clans où les femmes ne chassaient pas, sans doute, ouais. Et c'est marrant parce que on dit pas forcément que les femmes chassaient tout le temps et les mecs faisaient la cueillette, mais même la cueillette, en fait, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi, mais voilà, on se dit c'est un truc peinard, pas trop crevant, et en fait oui, il y a une étude en Afrique du Sud qui était assez impressionnante sur ce que représentait la cueillette chez les femmes. Hein. Tu peux nous en dire un mot? Oui, en fait, donc on se disait, oui, les femmes, parce que dans les explications biologiques, il y a les femmes, oui, mais elles pouvaient pas aller chasser parce que c'est trop fatigant physiquement. Elles ont moins de force. Et donc, comme elles ont moins de force, elles devaient faire des choses moins pénibles, par exemple la cueillette. Mais alors ça, c'est sans doute, c'est un truc qui a été écrit par des hommes qui pensaient que cueillir, c'était aller faire des bouquets de fleurs. Quand les anthropologues ont étudié les peuples où effectivement il y a de la cueillette dans le mode de survie, en fait c'est épuisant, c'est des kilomètres de marche, c'est porter des choses absolument énormes. Enfin bon, c'est vraiment physiquement très très difficile. Donc cet argument de la force physique ne tient pas du tout. Oui, je crois que là je lis c'est entre 3 et 20 km par jour. 3 jours par semaine, et au retour, tu transportes entre 7 et 15 kilos de nourriture végétale. Donc, en vrai, je pense que la chasse, c'est moins crevant. Sans doute, ouais. Aujourd'hui, le patriarcat a largement emporté. On estime que c'est le modèle dominant dans 80% des sociétés, même s'il reste plus d'une cinquantaine de sociétés dites matriarcales au sens large dans le monde. Et quand on se demande d'où ça vient, cette domination, même ça vient de plein d'endroits, toi, tu réponds les historiens plutôt, répondent que ça a au moins commencé au néolithique, notamment avec les épées. Pourquoi ? Alors, oui, c'est difficile de dire quand ça a commencé. Oui. C'est vraiment moi, mon livre, et ce que j'ai cherché, c'est vraiment sur le territoire français métropolitain. Je suis sur voilà, et l'Europe occidentale, tu vois, sur une zone, un territoire assez limité. Mais cette idée de territoire, c'est important parce que
parce que sinon, je veux pas qu'on croie que, par exemple, le patriarcat, ça fonctionne forcément avec la propriété privée. C'est pas vrai. Il y a des sociétés patriarcales qui ne connaissent pas la propriété privée. Ouais. Mais il se trouve que chez nous, dans l'évolution du patriarcat européen, c'est lié à la propriété privée. Et donc, sur les restes et les traces qu'on a d'un point de vue matériel de l'évolution chez nous, il y a donc ce qu'on appelle la révolution néolithique, où là, on sait quelque chose a changé. Alors, il y a plein de choses ont changé. Donc, on dit une révolution, c'est sur quand même des milliers d'années. Ouais, mais c'est vers moins 10 000. Voilà. Et c'est le moment où on s'est sédentarisé, des grandes villes secrètes, etc. On commence à domestiquer les animaux, on fait l'agriculture, etc. On voit en gros les cours d'histoire qu'on a eus sur cette période. C'est aussi le moment où, et ça c'est génial, apparaît l'épée. Et donc l'épée, ça a été étudié par une archéométallurgiste qui s'appelle Anne Lehorf, qui est fascinante. Archéométallurgiste. Archéométallurgiste. Ça sonne tellement badass comme métier. Ouais. Et donc je suis comptable et toi. Ouais. Archéométallurgiste, trop la classe. Et donc elle explique que l'épée, c'est un changement civilisationnel important parce que c'est la première fois qu'on va créer un outil et un objet qui ne sert qu'à une chose, c'est tuer un autre être humain. Et qu'en fait, toutes les armes. Génial, c'est ça. Mais intellectuellement, c'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'avant, tout ce qu'on a créé avant pouvait servir à chasser, à tuer des animaux, etc. L'épée, ça te sert pas à chasser. Ça ne te sert que au combat rapproché pour tuer ton semblable. Et donc, ça veut quand même dire, tu vois, c'est révélateur d'un truc dans la mentalité de l'époque qui se met en place, d'un système de violence et qu'on lie à un système économique, d'où l'idée de propriété privée, qui est que il y a quand même un mystère qui est ce moment où on commence à cultiver la terre, s'occuper des animaux, etc. On sait qu'avant, grosso modo, au Paléolithique, les humains passent 2 à 3 heures par jour pour assurer leur survie. Puis le reste du temps, ils sont libres, quoi. Kiff. Ouais. Quand tu te mets à cultiver, mais quand tu te mets à cultiver la terre, en fait, c'est épuisant. Et donc là, c'est épuisant physiquement. Tu t'abîmes le dos, tu y passes tout ton temps. Enfin, tu vois, en fait, le travail apparaît à ce moment-là. Et c'est pas du tout rentable. Donc la question, c'est pourquoi ils ont fait ça. Mais parce qu'il y en a plein qui ont trouvé un super truc. Ils se sont dit, oui, cultiver, c'est très fatigant. C'est beaucoup mieux si d'autres gens peuvent le faire à ma place. Et donc, ils sont allés attaquer d'autres clans à côté, ils les ont réduits en esclavage et les esclaves cultivaient les champs. Et donc là, tu as quand même un truc de hiérarchie sociale qui se met en place et là, ça devient intéressant, effectivement. Quand tu fais cultiver ta terre par des esclaves, oui, là, t'es moins fatigué et tu kiffes un peu plus la vie. Et là, tu peux t'enrichir. Et donc, se met en place à la fois la violence, l'épée, la violence sociale, la violence physique, la hiérarchie sociale. Et concernant les femmes, on sait que c'est un moment où quand elles sont nomades, elles ont un enfant tous les 3-4 ans. Donc, ça veut dire qu'elles arrivent à gérer leur fécondité. Avec la sédentarité, elles ont un enfant tous les ans. Et donc, ça modifie quelque chose dans leur place dans la cité, leur place politique. Ouais. Et donc voilà. Donc, on sait qu'il y a tout un imaginaire et ça se voit aussi d'ailleurs sur les peintures rupestres, etc. T'as beaucoup de figures de femmes qui sont peintes ou dessinées ou sculptées ou gravées avant, qui ne le sont plus du tout à ce moment-là. Et on se met à représenter des soldats et des guerriers, quoi. Donc, il y a une révolution mentale, économique, physique, politique hyper importante à ce moment-là. Et qui est évidemment patriarcale. Oui, et du coup, ça prouve en partie que si le patriarcat commence à prendre de l'ampleur et à devenir dominant, c'est pas parce que c'est le meilleur régime, comme tu l'écris, ou parce qu'il serait naturel, mais parce que dans son essence, le patriarcat contient le fait d'écraser les autres avec ses outils comme l'épée, par exemple, et qui peut pas coexister pacifiquement, quoi. Par définition, c'est le régime de la domination, quoi. Ouais, et ça c'est hyper intéressant de se dire c'est parce que il est le régime de la domination et de la domination notamment physique et de la violence et que c'est intrinsèquement lié à son essence que il ne pouvait pas coexister avec des pratiques égalitaires dans d'autres clans à côté. C'était pas possible, quoi. Donc, si on était un clan égalitaire et pacifique à côté, évidemment, on allait se faire attaquer par le clan patriarcal et être réduit en esclavage. Donc, il y a quand même vraiment cette idée il portait en soi le fait de devenir dominant et d'écraser les autres modes de vie.
Alors que j'aimerais bien peut-être faire une vidéo un jour là-dessus. Il y a plein de sociétés matrimoniales où en fait le matrimonial, je sais pas comment on dit, le matriarcat, oui, tout simplement. C'est pas l'opposé du patriarcat, c'est juste c'est pas les femmes qui veulent écraser les hommes. Il y a une coexistence beaucoup plus pacifique que dans nos sociétés patriarcales, quoi. Ouais, alors ça a été un grand débat de est-ce que les sociétés matriarcales existent ou n'existent pas, et ça a été un peu résolu par ce biais-là, qui a été de se dire en fait, on n'a pas de trace de société de domination féminine où les hommes auraient été réduits en esclavage par les femmes, etc. Ça, on n'a pas. Donc, ce qu'on appelle une société matriarcale, c'est en réalité des sociétés qui sont plus égalitaires, mais où la matrilinéaire, c'est-à-dire la descendance se fait par les mères et pas par les pères, et où on vit dans le clan de la mère et pas dans le clan du père. Ouais. Mais c'est pas, il y a pas de rapport de domination. On est vraiment sur du plus égalitaire, effectivement. Tu précises que les femmes n'ont pas seulement été oubliées passivement de l'histoire, mais parfois elles ont quand même été vachement activement effacées. Et c'est pas parce qu'elles étaient trop occupées avec les enfants, le ménage et le ragoût de pommes de terre, t'écris. Il y a l'exemple de la loi Salique, où en 1316, Louis X le Hutin, j'adore son nom, meurt. Et en fait, sa fille, Jeanne de France, c'est sa seule héritière. Et elle aurait dû devenir reine de France, un peu comme en Angleterre. Mais en fait, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh ben, pas du tout. Alors à ce moment-là, quand son père meurt, elle a 5 ans. Donc, et son oncle se dit, son oncle, il veut le pouvoir, et il se dit, elle a 5 ans, ça va pas être bien compliqué de lui prendre le pouvoir. Et on va chercher un texte ancien qui interdirait à une femme d'accéder au trône de France. Et ils vont pas trouver un texte qui dit ça, ils vont trouver des très vieux textes qu'on a des francs sales, enfin de la loi, ce qu'on va appeler la loi salique, mais qui parlent d'héritage et pas du tout de la couronne de France. Enfin bon, et ils vont changer les mots et ils vont mal traduire exprès, etc. En gros, ils vont faire des faux pour dire, regardez, en fait, Jeanne de France ne peut pas devenir reine, c'est impossible, c'est écrit, c'est la loi salique, c'est comme ça, c'est notre tradition. Mais donc, ils vont délibérément produire des faux documents pour exclure Jeanne de France de la succession. Et alors après, elle va quand même devenir reine de Navarre parce que c'est juste pour le petit territoire à ce moment-là du royaume de France. Ouais. Et voilà. Et ce qui est fou, c'est de se dire, c'est le début d'une révolution intellectuelle qui est que la société du Moyen Âge, elle fonctionne vraiment sur la classe sociale. Ce qui est important, c'est l'appartenance sociale, plus que le sexe ou le genre. C'est un mec ou une fille, quoi. Voilà. Et donc, dans cette logique-là, Jeanne de France étant le sang royal, quoi, le sang bleu, le sang pur, elle aurait dû accéder au trône. Et si c'est son oncle, on s'éloigne d'une pureté du sang, mais il va dire oui, mais les femmes comptent moins. Ce qui importe, c'est d'abord d'être un homme et après la classe sociale. Et donc, il y a vraiment un combat entre deux visions des choses, une vision par le sexe et une vision par la classe sociale. Ouais. Et c'est comme ça que lui va prendre le pouvoir. Pendant des siècles, quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant, par exemple, sur Jeanne d'Arc, c'est que moi, je pensais que ce qui était incroyable, c'est que c'était une femme qui était sur le champ de bataille et qui donnait des ordres à des hommes. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est parce que c'est une bergère. En fait, c'est une question de classe sociale. Des femmes nobles en armure sur les champs de bataille, il y en avait déjà eu avant Jeanne d'Arc et elles sont pas devenues hyper célèbres. Le fait que ce soit une bergère et qu'elle donne des ordres à des hommes de la noblesse, là, effectivement, ça a quelque chose de révolutionnaire. Okay. Ouais, c'est intersectionnel. Du coup, toi, pourquoi t'as écrit ce livre? Parce que t'as réalisé une fois adulte que t'avais raconté des gros mythos en te cachant la moitié de notre histoire ou... Donc, je lisais plein de trucs sur l'histoire et il se trouve que depuis quelques années, il y a eu vraiment une espèce de bouillonnement, notamment sur la préhistoire, où on apprend des tonnes de choses. Ouais. Donc, je lisais tout ça et quand je faisais les rencontres en librairie, souvent, je racontais des choses aux gens, vous savez pas quoi, les Amazones, on a découvert que, machin, blabla. Et mon éditrice qui m'accompagnait m'avait dit, mais écoute, c'est super, pourquoi tu fais pas un livre où tu nous racontes ça? Et au départ, je voulais pas le faire déjà en disant, je suis pas historienne, donc je vais pas faire ce livre. Et en plus, je suis sûre que ce livre existe déjà. Et puis, j'ai cherché et en réalité, je me suis rendu compte que non, ce livre avait pas été fait parce que justement, les historiennes et les historiens traitent vraiment leur sujet et leur période. Et que moi, il fallait un bouquin d'ultra vulgarisation. Mon livre, c'est le Paléolithique à nos jours quand même. Donc, brossé à grands traits. Donc, tout est vrai, mais c'est sûr que si j'étais historienne, je me serais dit, non, il faut que je fasse le Haut Moyen-Âge, tu vois, en 400 pages.
Bon. Et à ton avis, qu'est-ce qu'une petite fille aperçoit quand on lui raconte que l'histoire des hommes? Ben, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis posé la question, ça implique quoi pour les petites filles? Et j'en avais pas complètement conscience. Mais je pense que, par exemple, moi, je suis la génération où, alors évidemment, il n'y avait pas de femmes au pouvoir politique en France. Il y en a eu une femme Premier ministre quand j'étais petite, qui s'appelait Édith Cresson, et qui était vraiment, j'ai un souvenir désastreux, qui était de, tout le monde disait qu'elle était nulle, elle était méchante, elle était, enfin, je sais pas comment on nous l'a présentée. Je pense que ça a été un déferlement de misogynie. Et donc, clairement, tu te disais, une femme qui a le pouvoir politique, je lui fais pas confiance. Ouais. Tu vois, il y avait quand même ce truc-là qu'on nous mettait en tête, mais de manière complètement implicite. Et évidemment, personne te dit ça, mais voilà, ça te construit un modèle du pouvoir politique qui est forcément masculin. Ça m'a choqué aussi en lisant le livre que c'est vrai qu'à l'école, on idéalise vachement la civilisation gréco-romaine, alors que les femmes étaient même pas des citoyens, quoi. C'était juste au-dessus des esclaves dans la hiérarchie. Ou Napoléon, voilà, qu'on encense, et qui, dans le code de Napoléon, les femmes étaient mineures. Et il y a une citation que tu cites, voilà, de lui, où il dit: la nature a fait de nos femmes nos esclaves. Bon, sympa. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Elle est sa propriété, comme l'arbre à fruits est celle du jardinier. Et en fait, c'est tous ces hommes illustres qui ont marqué notre histoire qu'on encense, alors que c'est bourré de sexisme, et après, en plus, on fait genre, non, mais les femmes, elles ont rien fait dans l'histoire, c'est juste qu'elles étaient empêchées, quoi. T'es là, mais foutage de gueule, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est toujours c'est la même chose derrière, parce qu'on sait, enfin, tu vois, le sexisme de Napoléon, c'est pas nouveau, hein, on le connaît depuis longtemps. Mais oui, c'est juste celui de son époque. Bah oui et non, justement. Et non, parce qu'il fait perdre des droits aux femmes. Il décide de leur enlever des droits qu'elles avaient quand même. Donc on est sur un retour en arrière. Et en plus derrière, quand tu dis aux gens, bah oui, mais enfin, tu vois, genre aux profs, etc., quand j'étais petite, oui, mais la démocratie athénienne, il n'y a pas les femmes, Napoléon, on va toujours, c'est pas très grave en fait. Tu vois, le fond du truc, c'est que c'est comme si c'était anecdotique. Donc on va dire, oui, bon, et les femmes sont privées de la citoyenneté. Comme si c'était pas un sujet. Comme si, finalement, oui, bon, c'est comme ça, on s'en fiche, quoi. Non, ça veut dire que les femmes sont toujours considérées comme les anecdotes de l'histoire. Comme, tu vois, le truc à côté. C'est le petit encadré sur la page à côté de la leçon, et qui est pas très important. Et c'est pas très important. Et on pourrait se dire, si, en fait, c'est fondamental. Et c'est tellement fondamental qu'on pourrait imaginer d'enseigner cette histoire-là à l'école. C'est-à-dire de faire l'histoire de la domination masculine, de faire l'histoire du rapport du féminin et du masculin en France à travers les siècles. Ça serait hyper intéressant. Et là, on sortirait du cadre de oui, bon, c'est pas très important. Effectivement, parce que sinon, en tant que petite fille, t'apprends que toi, t'es juste la petite case à part, et que t'es pas l'histoire principale. T'apprends que t'es légitime à rien, voilà, comme la ministre que t'admirais, et que juste ton rôle, c'est d'être dominé, quoi. Ouh, trop bien, les filles qu'on éduque, quoi. Mais c'est vrai qu'on a encore cette croyance bien accrochée, voilà, que c'est naturel, et que les hommes sont programmés pour dominer, et donc les femmes pour être dominées. Et tu parles d'études sur les autres groupes de grands singes, où en fait, ça n'existe pas du tout, ça. Non, pendant très longtemps, on a mal décrypté a priori, quand on a voulu regarder le règne animal et comment ça se passait, on a mal décrypté les rapports sociaux entre les animaux. Et donc il y a beaucoup moi je parle de tout ce qui est le mythe du mâle alpha, etc., qu'on avait étudié chez des loups, mais en vrai c'était des loups en captivité. On s'est rendu compte que c'était pas en liberté, c'était pas ça, qu'en vrai c'était le père et la mère. Enfin, il y a des femelles alpha. Pas juste le père, quoi. Voilà. Et par exemple, chez les singes, les mâles et femelles dominants, on s'est rendu compte que leur rôle n'était pas un rôle d'écrasement et d'exercer le pouvoir contre les autres, mais au contraire de jouer un rôle de pacificateur. Ils sont là plutôt pour pacifier les relations sociales au sein du groupe. Et donc, c'est pas du tout l'approche politique qu'on nous a mis, nous, en tête en nous parlant de mâle alpha, quoi. Et donc, qu'on a vachement lié à un truc purement d'agressivité, etc., ce qui est faux. Et moi, vraiment, sur le livre, là, le truc qui me tient le plus à cœur, c'est de montrer aux gens que la domination masculine, elle n'est pas biologique.
Il n'y a pas de programmation biologique à ça. Et que ça veut dire qu'elle n'est pas inéluctable. Et que donc les structures sociales peuvent être modifiées parce que justement, elles sont pas liées à ce qui serait un impératif de domination biologique. Et qu'en fait, on se targue d'être une société hyper développée, alors qu'en fait, on est l'espèce de singe la plus violente envers les femelles, quoi. Oui, tout à fait. On tue les femelles, ça n'a vraiment aucun sens. Enfin, c'est quand même le féminicide, c'est quand même pas un signe d'intelligence incroyable. Après, c'est comme moi, je me souviens du jour où c'est mon fils qui m'avait posé la question, qui m'avait dit mais pourquoi les humains on est très intelligents, mais alors pourquoi est-ce qu'on détruit notre environnement? Et je m'étais dit alors c'est vrai que de ce point de vue-là, finalement le ver de terre est peut-être un peu plus intelligent que nous. C'est effectivement. Clair. Tu dis du coup, quand on comprend que la domination de l'homme sur la femme, c'est pas naturel, mais bien une des bases de notre culture, du coup, ça devient beaucoup plus évident pourquoi c'est ultra galère. Les galères qu'ont affrontées les femmes pendant des siècles et continuent aujourd'hui pour gagner en égalité, quoi. Oui, c'est une vraie lutte politique. Et après, on a l'impression que cette lutte politique, elle est assez récente. Tu vois, on va se dire, ah oui, ça date du XXe siècle. Pour les gens qui sont un peu plus informés, ils vont dire, oui, il y avait des féministes au XIXe, mais on s'arrête souvent là. Et en fait, en faisant des recherches, moi, je suis convaincue que du jour où il y a eu des hommes pour s'accaparer le pouvoir, il y a eu des femmes pour leur dire non. Et j'en suis convaincue qu'il y a toujours eu des femmes pour s'opposer à cette prise de pouvoir masculine. Et on a perdu la mémoire de leur soulèvement, mais je suis convaincue qu'elles ont toujours été là. Et t'en as trouvé quand même plein d'exemples. C'est pas juste une croyance, quoi. T'en as trouvé plein à travers des périodes d'histoire où on croirait pas forcément, quoi. Et c'est vrai qu'on a cette vision que l'histoire, c'est un truc... Il y a une vérité, c'est purement factuel et c'est objectif, alors que... moi, j'avais fait une licence de philo à distance et on avait travaillé là-dessus et c'était impressionnant à quel point c'est faux, quoi. L'histoire, elle est complètement subjective et notamment, effectivement, racontée par les dominants et avec les biais de son époque, quoi. Oui, avec énormément de biais, bien sûr. Et on en parlait dans l'épisode avec Lorraine Bastide du podcast La Poudre, que ça a des conséquences directes. Par exemple, en France, je crois qu'il n'y a que 4% des rues qui ont des noms de femmes. Ou aussi avec Alice Coffin, on en parlait, mais plus sur le côté, quand tu regardes ta bibliothèque, en plus sur des livres qui datent, historiques, c'est que des noms de mecs, quoi. Mais du coup, quand t'es une femme, ça te renvoie sans cesse l'idée que la vie de femme n'a pas de valeur et que effectivement les femmes n'ont pas du tout marqué l'histoire, ce qui est faux. C'est chaud. Oui, moi, une des choses qui m'a le plus étonnée quand j'ai fait les recherches, ça a été de me rendre compte du nombre de femmes, notamment artistes, qui ont pu écrire, peindre, sculpter, composer de la musique, etc., qui ont créé. Alors que moi, j'étais dans le mythe de la femme empêchée. Je me disais, elle n'avait pas pu faire puisqu'elle s'occupait des enfants. Ouais. Alors c'est faux. Mozart et Beethoven, il n'y a pas d'équivalent féminin. Voilà. Exactement. Et en vérité, non seulement elles ont pu faire, mais en plus, et ça c'était vraiment la grosse surprise, elles ont eu énormément de succès de leur vivant. Et ça, je pensais pas. Donc, elles ont réussi à acquérir la notoriété de leur vivant et l'effacement, il se fait derrière. Il se fait après, une fois qu'elles sont mortes. Mais et là, il y a un phénomène qui est intéressant à étudier. Alors, moi, dans le livre, je raconte notamment l'histoire de Catherine Bernard, qui est la première femme dramaturge qui a été jouée à la Comédie Française, et j'explique comment elle a été effectivement effacée, mais en l'occurrence par Voltaire. Mais il y en a plein d'autres, et donc on se rend compte que les grandes femmes peintres du XVIIIe siècle, il y en avait plein. En ce moment-là, ces derniers mois, il y a eu plein de découvertes sur les femmes compositrices de musique classique. Mais ça, pareil, je savais pas qu'elles avaient existé, ces femmes-là. Et t'as toujours ce même truc où tu te dis, en fait, elles ont eu du succès, et c'est derrière qu'on les efface. Et là, il y a un truc qu'il faut qu'on arrive à travailler, un mécanisme qu'il faut qu'on réussisse à enrayer. En l'occurrence, l'histoire de Voltaire, pour l'aborder rapidement, elle est vraiment choquante, où, si j'ai bien compris, il s'en est au moins pas mal inspiré de beaucoup de ses pièces, voire il a carrément pompé... les titres sont quand même très proches, et les trames et tout, au point que... vas-y, est-ce que tu peux raconter ? Oui, grosso modo, il pompe des pièces de Catherine Bernard, donc qui est morte du coup à ce moment-là. Elle est morte, elle avait beaucoup de succès, machin, tout ça. Bon, Catherine Bernard meurt. Quelques années plus tard, Voltaire a besoin d'avoir un succès au théâtre parce que ça va pas très bien dans sa carrière. Il pompe une pièce de Catherine Bernard. Et comme Catherine Bernard est encore dans les mémoires de tout le monde, les critiques lui disent, on a bien vu, vous avez copié son Brutus, c'est la même chose et tout. Et il est hyper vexé. Et à ce moment-là, il va dans tous les salons et il dit, mais de toute façon, Catherine Bernard, elle écrivait pas elle-même ses pièces.
c'est un homme qui les écrivait à sa place. Ce qui est faux. J'ai pompé, mais sur un mec, quoi. Ouais, j'ai pompé, mais sur un mec, elle était déjà... Et ça sort de nulle part. Il n'y a aucune preuve de ça, rien. Enfin bon. Et il va raconter ça partout. Et manque de bol pour Catherine Bernard, c'est Voltaire qui va écrire un peu de l'anthologie de son époque. Et donc, il va faire une notice au nom de Catherine Bernard. Il va mettre 2 lignes en disant que, notamment, de toute façon, elle écrivait pas elle-même ses pièces. Catherine Bernard, c'est fini. Elle est oubliée, elle sera plus dans aucune anthologie, elle disparaît jusqu'à ce que des historiennes la retrouvent et retrouvent sa trace. Mais donc là, elle a vraiment été, c'est un peu comme sur la loi Salic, on est sur un cas quand même de délibérément, elle n'a pas été oubliée comme ça. Elle a été délibérément cancelled, on dirait, par Voltaire. Au-delà du côté effectivement révoltant et qui peut vachement mettre en colère, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ce que tu as ressenti en découvrant tous ces portraits, de se rendre compte qu'en fait il y avait vraiment plein de femmes ultra badass et qui avaient fait des choses incroyables, quoi. J'ai une affection particulière pour toutes les féministes du 19e siècle. Okay. Parce qu'en fait, c'est pas très loin de nous. Qu'elles écrivent des textes d'une modernité absolument incroyable, ça pourrait être, j'ai l'impression de lire ça pourrait être Alice Coffin qui les écrit, tu vois, on est vraiment pas très loin de ça. Elle parle de maternité sociale, de plein de choses comme ça. Elle se demande pourquoi l'histoire efface les femmes. Okay. Et ces femmes-là étaient des vraies militantes féministes. Elles ont consacré leur vie au militantisme, à l'égalité femmes-hommes, et notamment, par exemple, Hubertine Auclair pour le droit de vote des femmes. Et ce qui me touche beaucoup dans leur démarche, c'est que elles se sont battues toute leur vie pour que les femmes aient le droit de vote, en sachant qu'elles ne le verraient pas de leur vivant et qu'elles se battaient pour que nous, on puisse voter. Et donc ce côté, moi, à un moment, je sais que dans mon parcours féministe, je me suis dit, j'ai réalisé que l'égalité femmes-hommes en France, je ne la verrais pas de mon vivant. Et que il y a quand même ce truc où tu te dis, mais comme tous les militants de gauche aussi, tu vois, tu te dis, je milite pour quelque chose, je me bats pour quelque chose que je ne verrai sans doute pas, mais je le fais pour les générations futures. Elles ont vraiment été dans cette démarche et je trouve ça assez bouleversant parce qu'elles ont réussi. Et parce que oui, on a le droit de vote. Tu me donnes des frissons parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte que, en fait, on s'inscrit dans une histoire parce qu'on on oublie, on n'apprend pas cette histoire justement parce qu'elle est effacée notamment. Et le fait d'effacer ces femmes-là qui se sont battues pour nous, pour nos droits et pour améliorer nos existences, je trouve ça encore plus grave, quoi. Et je me dis vraiment, Madeleine Pelletier ou Hubertine Auclair, on devrait tous les connaître, Marguerite Durand, en plus elles étaient très nombreuses. Et voilà, c'est important de les faire exister parce que elles ont influencé nos vies concrètement. Ouais. Et c'est pareil pour les militants, antiracisme ou écolo ou plein d'autres causes. Je trouve que ça donne vachement de force de sentir que y a plein de gens qui sont battus avant toi et que le combat il va continuer après et que t'es pas du tout seul en fait, et il y a un vrai héritage et je trouve ça hyper inspirant de se documenter justement sur cette histoire militante, quoi. Ouais. Merci beaucoup Titiou. Filez acheter son livre Comment l'histoire a effacé les femmes. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez découvrir d'autres féministes badass comme Titiou, abonne-toi et parle de ce podcast à une amie féministe ou un ami féministe qui se sent un peu seul en ce moment et qui a envie de savoir qu'il fait partie d'une longue lignée. Ça m'aide énormément. Ciao Titiou, ciao tout le monde. Ciao.